Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je voudrais parler avec vous de plusieurs situations et annonces qui ont été faites sur des économies de différents pays qui ont quand même leur importance, ce sont souvent des grosses zones économiques. Et donc dans cette vidéo, on va parler tout d'abord de la baisse des taux qu'il y a en Chine, des relances qu'ils prévoient et du consommateur qui est en difficulté. On va ensuite parler de la Banque centrale américaine qui explique observer ce qui va se passer avec tous les changements qu'il y a aux États-Unis en termes de régulation, d'imposition, de politique, etc. Ensuite, on va parler un petit peu de l'Europe qui, a priori, va rouvrir les vannes pour les déficits. Et enfin, comment je me positionne avec toutes les incertitudes qu'on a en ce moment. Évidemment, comme d'habitude, il s'agit d'un canal de conseil en investissement. Je partage ma vision des choses, mais au final, vous prenez vos propres décisions. Premièrement, on va parler de la Chine. Alors, concernant la Chine, s'il y a bien une chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Je l'ai souvent évoqué dans d'autres vidéos, mais la culture là-bas, elle est vraiment différente. J'y ai passé 4 ans pratiquement, et c'est un peuple incroyable, et j'ai beaucoup aimé y vivre, mais c'est difficile parfois, en tout cas pour moi, c'est une expérience très anecdotique et personnelle que je vous partage ici, mais parfois j'ai un petit peu du mal à comprendre, et donc je veux pas trop me forger des idées, parce qu'en étant là-bas, je me suis rendu compte de toute l'effervescence qu'il peut y avoir, la capacité qu'ils ont à travailler, à changer les choses. J'ai beaucoup travaillé là-bas, honnêtement, le travail, c'est assez difficile et ça forge. Quelle expérience d'ailleurs. Mais donc voilà, c'est très difficile pour moi de comprendre sur ce pays. C'est d'ailleurs pourquoi je n'ai jamais acheté des entreprises individuelles là-bas, parce que la culture est tellement différente que je ne suis pas à l'aise et au pire, je préfère être exposé via un ETF. Maintenant, si on parle d'économie, ça fait plusieurs années que je vous dis que le consommateur là-bas commence à souffrir, en fait, depuis qu'il y a eu les difficultés qu'ils ont sur l'immobilier. Et d'ailleurs, la baisse des taux a été enclenchée pour moi en partie pour ça, et vous voyez qu'elle est en train de continuer. Si vous regardez là, la baisse des taux, depuis 10 ans, elle a été enclenchée. Ils n'ont jamais une seule fois remonté les taux. Et sachez qu'ils viennent de publier des chiffres de déflation. Donc, on a bien l'inflation qui est en train d'être en négatif. Donc, les prix baissent en ce moment en Chine. Et ça fait longtemps que je vous dis que pour moi, un jour, ils exporteront leur déflation et que c'est quelque chose qui me faisait peur, et d'ailleurs les États pour moi ne le laisseraient pas arriver. Mais ça on en parlera plus tard. Maintenant, voilà, la consommation, elle va mal en ce moment. Et je me rappelle, j'ai beaucoup parlé de ça quand j'étais là-bas et j'ai retrouvé des chiffres qui me le confirment. C'est intéressant, j'allais chercher des chiffres. L'immobilier représente une énorme partie du patrimoine des particuliers là-bas. Car être propriétaire, c'est un petit peu le Saint Graal. Et je vous partage une expérience personnelle ici, mais quand j'y étais, effectivement, tout le monde voulait devenir propriétaire. C'est vraiment comme ça qu'ils investissent. Il y a très peu de marchés financiers comme la bourse. On est vraiment beaucoup dans l'immobilier. Un petit peu comme en France d'ailleurs. Et le problème, c'est que quand vous prenez des énormes décotes sur vos biens immobiliers, eh ben, vous n'allez pas forcément aller acheter le nouveau sac à main, la nouvelle voiture, etc. ou le nouvel iPhone, tout simplement parce que vous pouvez vous retrouver bloqué dans un bien que vous ne pouvez pas vendre parce qu'il y a des grosses décotes. Et puis de la même façon, quand il vous reste à payer plus que ce que vaut votre bien en ce moment parce qu'il y a eu une baisse sur le marché, forcément, ça fait peur. Et je ne trouve pas des données sur les prix sur le marché secondaire. Par contre, j'ai trouvé des prix sur le marché primaire, donc les nouvelles maisons construites, et on voit que les prix sont en train de baisser depuis maintenant bientôt 3 ans. Donc effectivement, eh bien, l'immobilier est en train de baisser. Et si vous voyez les chiffres ici au niveau de la propriété, je vous laisserai traduire, c'est assez élevé. Mais globalement, les personnes vraiment là-bas aiment acheter de l'immobilier. Donc quand l'immobilier baisse, ça fait mal. Ce qui nous amène donc à un marché interne qui bloque, et les prix ne montent plus, tout simplement parce qu'il y a beaucoup moins de demandes, et c'est assez logique quand le consommateur souffre énormément, et donc pour moi, ils vont un jour finir par exporter leur déflation. Je m'explique. Si on n'arrive plus à vendre sur le marché interne en tant qu'entreprise, eh bien, on va aller vendre sur le marché externe, quitte à baisser les prix, parce que de toute façon, il faut bien qu'on vende, il faut que l'entreprise survive, il faut rentrer du chiffre d'affaires. C'est un pays aussi sur lequel la démographique n'est pas forcément très avantageuse. Je vous montrerai un petit peu plus loin la démographie, et de la même façon qu'en Europe, et c'est aussi le cas au Japon par exemple, eh bien, il y a de moins en moins de travailleurs par rapport à la population qui est globalement en train de tendre vers des âges plus avancés. Et pareil, c'est très dur d'avoir de l'immigration là-bas parce que culturellement, c'est pas simple d'immigrer en Chine. Et ça, par contre, ça m'amène à des points qui peuvent être très positifs et je pense qu'ils sont en train de mettre des bonnes actions en place et honnêtement, j'espère que ça va fonctionner pour eux. Et ils font notamment des investissements massifs en technologie, en robotique. Ils en ont conscience, ils savent qu'ils vont avoir de moins en moins de main-d'œuvre et je leur souhaite vraiment tout le meilleur dans la transition. C'est un peuple qui a de belles qualités et ayant passé pas mal de temps, clairement, j'espère que ça va fonctionner. Par contre, tout ce qu'ils sont en train de mettre en place, automatisation, intelligence artificielle, robotisation, eh bien c'est extrêmement riche en gains de productivité. Et quand vous mettez ces choses en place, eh bien c'est déflationniste. Et les États ne laisseront jamais de déflation s'installer, c'est trop dangereux. Ils préféreront baisser les taux, faire des relances économiques comme ils vont a priori en annoncer cette semaine en Chine,
que de laisser la déflation s'installer. Maintenant, on va parler un petit peu des États-Unis avec la Banque centrale américaine. Et il y a une phrase notamment qui a retenu l'attention, et cette phrase, elle dit « Nous n'avons pas besoin de nous précipiter ». Il parle ici de la baisse des taux et des décisions qu'ils doivent prendre. Et ils sont bien placés pour attendre un petit peu plus de clarté. Notamment parce qu'il y a eu beaucoup de changements d'un point de vue des politiques, et ça peut aller assez vite là-bas aux États-Unis quand même, notamment au niveau de la dérégulation. Là, ils font des grosses choses et tout le monde parle des impôts aux frontières, etc. Moi, je pense que le fait de déréguler pour les entreprises, c'est beaucoup plus puissant et ça peut faire une sacrée relance économique. Ils parlent aussi de baisser les impôts, ils font des choses sur l'immigration et ils font des choses évidemment aussi sur l'impôt aux frontières. Donc, il y a beaucoup d'actions qui sont en mouvement et la Banque centrale américaine se dit patiente. Ok, c'est bien, ils sont patients. Sur le long terme, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, pour moi, ils vont baisser les taux, ils n'ont pas le choix, ils ont de l'immobilier en crise, ils ont de la dette à refinancer, l'inflation est en train de s'écrouler quand on regarde les chiffres calculés par des entités privées et non pas les chiffres officiels. Souvent, les chiffres officiels ont quelques mois de retard. Donc l'avenir nous dira ce qui se passe, mais je pense qu'ils font une pause très momentanée et ils vont reprendre un jour la baisse des taux malgré l'inflation attendue à cause des taxes douanières. Je vous ai déjà expliqué plusieurs fois que ce n'était pas quelque chose qui me faisait très peur parce que pour moi, l'inflation, c'est avant tout de l'impression monétaire. S'ils se remettent à imprimer beaucoup, là, c'est une autre histoire. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, j'avais envie de mettre en face de ça les déficits et même avec les coupes budgétaires qu'ils sont en train d'essayer de faire dans le mastodonte public qu'ils ont, eh ben c'est pas gagné. Et en attendant, ils vont devoir bientôt une nouvelle fois augmenter l'autorisation de plafond de dette et ils vont devoir la passer à 40 000 milliards de dollars de plafond de dette. Donc l'histoire n'est pas finie. Si on est encore en déficit malgré les actions qu'ils mettent en place, il y a un moment, il va falloir faire rouler la dette. Et donc je pense que la Banque centrale américaine va très vite se retrouver dans une situation où elle devra prendre des décisions. Je voulais aussi vous montrer rapidement tout ce qui est démographie, déficit budgétaire et dette des gouvernements par rapport au PIB. Vous voyez ici que aussi bien les États-Unis que la zone euro que l'Angleterre sont en déficit. Je n'ai pas trouvé les chiffres officiels de la Chine, donc je ne peux pas me prononcer. Les dettes des États sont en augmentation dans tous les cas. Et je voulais vous montrer aussi la démographie. Aux États-Unis, ils ont quelque chose qui les sauve, c'est l'immigration. Donc on voit que d'après les prévisions, ils vont réussir à maintenir une classe 15-64 ans, qui est globalement la classe qui travaille, qui va être assez stable. Vous voyez ici au niveau de mon pointeur rouge. En Angleterre, ça va baisser. En Chine, ils prévoient que ça va fortement baisser. Vous voyez ici au niveau de la courbe qui baisse. Et en Europe, pareil, on prévoit une baisse, mais légère. Et donc forcément, quand vous avez une démographie qui baisse, eh bien, ça a des impacts sur les personnes qui travaillent et donc directement via les impôts sur l'argent que rentrent les États. Et si les recettes des États baissent et que les dépenses augmentent, eh bien, clairement, c'est difficile de combattre le déficit puisque par définition, ça l'augmente. Et ça m'amène encore une fois à dire que je dois me protéger des monnaies et de ce qu'ils vont en faire. On en reparlera en conclusion. Ensuite, au niveau de l'Europe, bon ben là, a priori, ça a été annoncé, c'est go, 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 déficit. On a une très grosse accélération après mars 2020, vous vous rappelez bien ce qu'ils ont fait, et ils avaient imprimé énormément d'argent. Et là, a priori, c'est bon, on va continuer. Alors après, le pourquoi, du comment, la géopolitique, la politique, on ne fait pas sur la chaîne. Moi, ce que je fais, c'est le constat. Les taux obligataires, donc les 10 ans pour l'OAT à 10 ans et pour le 10 ans allemand, les taux réels sont en train de monter sur les marchés depuis plusieurs années. Donc le marché est en train de pricer plus de risques. On aurait presque pu douter pendant une seconde qu'ils allaient arrêter d'imprimer massivement, mais je pense que par contre les marchés obligataires, eux, n'ont pas douté. Ils sont pas nés de la dernière pluie et vous constatez que sur ces marchés, ça fait plusieurs années que c'est de plus en plus cher pour cet État de s'endetter parce que le marché voit plus de risques. Donc il y a le discours et puis il y a les marchés obligataires qui sont la réalité. Et donc encore une fois, autoriser du déficit, autoriser des dépenses qui ne compteront pas dans le calcul du déficit, c'est l'histoire habituelle. Je ne vais pas encore répéter les conséquences sur les monnaies, sur l'économie aussi, puisque le moral des entreprises, les peurs d'augmentation d'impôts, etc. On a déjà parlé de tout ça. Par contre, du coup, moi, il faut que je me protège. Et du coup, comment je me positionne face à toutes ces incertitudes? Eh bien déjà, je vais rester très loin de tout ce qui m'inquiète. Donc, dans ce qui m'inquiète, on va avoir toutes les monnaies fiduciaires, tout ce qui va être obligataire, même si on pourrait en discuter au cas par cas selon les pays, et aussi si on est en train de faire du trading dessus sur le court terme. Par contre, sur le long terme, tout ce qui est obligataire, ça ne rassure pas du tout, sans même parler des assurances vie dans lesquelles il y en a énormément et où on a du mal à retirer l'argent. Là, c'est des anecdotes que je vous dis, mais j'ai beaucoup de bruit de gauche à droite, donc c'est difficile de sortir son argent quand on a de l'obligataire en assurance vie. Bref. Je vais aussi rester très loin de tous les secteurs en disruption. Je vous parlais de la Chine, de la robotisation, de l'intelligence artificielle, etc. Il va y avoir du changement dans plein d'entreprises. Et pareil, l'immobilier, je suis prudent, sauf si c'est avec de la dette sur un bien décoté en ayant fait une bonne affaire et avec évidemment de la dette pour shorter le fiduciaire. C'est le seul cas où je suis aucun à en faire et encore, je peux être réactif. Si je vois un problème, je peux très vite m'en débarrasser personnellement.
Ensuite, donc je vous le disais au niveau des entreprises, tout ce qui est industrie en disruption. Donc attention à l'IA, l'autonomie, l'automatisation, tout ce qui est les banques et les paiements, la santé, l'énergie. Le pétrole est en baisse. Ça fait longtemps que je dis que le secteur de l'énergie, je suis assez prudent dessus. D'ailleurs, pareil, je vous dis ça aussi pour les banques, et pour les assurances aussi. C'est d'ailleurs pour ça que dans le S&P 500, on en reparle plus tard. Mais l'IA, l'auto-automatisation, la big tech, c'est pas ce qui m'inquiète le plus dans le S&P 500. De la même façon, l'immobilier, la grande distribution, pas mal de secteurs. Donc je sélectionne quand même au cas par cas, et même au niveau des ETF, vous savez que par exemple, j'apprécie beaucoup le Nasdaq. Évidemment, éviter certains secteurs et surtout certaines entreprises dont j'ai déjà parlé, tout ce que j'appelle les entreprises legacy, donc les entreprises anciennes qui optimisent tout pour le court terme parce que la direction prend des décisions court terme pour les profits, pour le dividende, mais qui ne sont pas du tout en train de se rendre compte qu'ils sont en train de se faire disrupter, et c'est souvent des entreprises qui sont destinées à disparaître. Et donc les actions individuelles, c'est vraiment au cas par cas, je les choisis. Et sinon, si on n'a pas envie de choisir ces actions individuelles, eh bien on a les bons vieux ETF qui font très bien le tri pour nous. Et je vais finir la vidéo un petit peu là-dessus pour reparler des ETF. Certes, il y a des peurs sur des traversées du désert possibles, et oui, c'est possible. Mais sur le long terme, ça reste un outil ultra puissant, les ETF. Parce que les ETF, c'est ce que je vous dis en bas, au final, ils sont surpuissants. Les gagnants, souvent, ils pèsent de plus en plus et donc ils continuent à gagner. Et les perdants, ils pèsent de moins en moins, ils continuent à perdre et ils sortent. C'est ce qu'on appelle la tin can stratégie en anglais. On achète le panier d'actions et ensuite on le laisse se gérer automatiquement de façon pondérée et on enlève toutes les émotions. Les canards boiteux sont sortis automatiquement. Les gagnants, on n'a pas l'émotion d'avoir envie de les vendre parce que on a des gains là-dedans dessus et on aura envie de les vendre. Et c'est pour ça que les ETF sont si puissants. Il y a des secteurs qui me font peur et c'est pour ça qu'en action individuelle, je n'y touche pas. Après, ça ne me dérange pas non plus qu'ils soient dans les ETF puisque c'est géré automatiquement et s'il y a des problèmes, ils pèseront de moins en moins et ça va lisser sur le long terme. Mais donc les secteurs, notamment l'assurance, tout ce qui est les banques, les paiements, la consommation courante et tout autre business en disruption. Et ici, je vous avais mis des exemples et je vous les remets. Par exemple, pharmacie avec Walgreens qui d'ailleurs est en train de sortir de bourse. Ils ont été rachetés après une chute énorme depuis plusieurs années. Ou encore Target. Et si je vous mets Walgreens face à IMSS, clairement je suis beaucoup plus positif sur IMSS. Et si je vous mets Target face à Amazon, pareil, je suis plus positif sur Amazon. Pareil au niveau des technologies, des disruptions, par exemple sur TEP, Téléperformance, avec toutes les IA évidemment, l'automobile, toutes les courbes en S et les adoptions technologiques qui sont en train d'aller très vite dans l'industrie, etc. Et quand je regarde les plus belles actions du S&P 500 et du Nasdaq, honnêtement, je vois pas grand-chose qui me choque. Et d'ailleurs, ça m'amène à la conclusion de cette vidéo. Je pensais faire une review, donc passer rapidement sur chacune des peut-être 10 premières ou 15 premières entreprises du Nasdaq et ou du S&P 500. Ça pourrait être une vidéo assez intéressante. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous plairait. Donc voilà, on en a fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura intéressé. Au final, l'objectif, c'était de dire qu'il y a beaucoup d'incertitudes, ça peut créer de la volatilité sur les marchés sur le court terme. Par contre, sur le long terme, personnellement, je me dois clairement de rester en actif parce que tout va dans le sens de ce que je répète depuis plusieurs années. Je ne peux pas me permettre de ne pas agir quand je vois les décisions qui sont en train d'être prises. Je vous souhaite une excellente journée, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans leur apprentissage sur la bourse et l'investissement, premier lien en description pour découvrir le programme sur la page de présentation. Un grand merci à votre soutien depuis le début et à très vite.